Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. On est là pour vous, de l'autre côté des ondes. Dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, la trisomie 21 est encore associée à des croyances erronées. Dans ces pays, les signes cliniques de la trisomie 21 sont souvent considérés comme les symptômes d'un envoûtement ou d'un ensorcellement. Parfois même, les enfants porteurs de la trisomie 21 sont cachés par leurs géniteurs. On les enferme dans les chambres et on les prive même de l'éducation, on les prive de la scolarisation. Pour mieux comprendre la trisomie 21 et par ricochet briser les tabous liés à cette maladie, nous avons fait appel à Dr Aïcha Chabi Moro. Elle est médecin pédiatre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Thème Facile. Vous l'avez compris, vous l'avez deviné, le thème de ce numéro de Un Thème Facile, c'est bien sûr trisomie 21. Parlons-en. Docteur Aïcha Chabi Moro, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je corrige rapidement le nom, c'est Aïchatou. C'est bien ça, Aïchatou Chabi Moro. D'accord, et non Aïcha. Alors, nous sommes là pour parler de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est quoi concrètement en thème facile? Merci beaucoup. La trisomie 21, c'est une anomalie génétique chromosomique due à un nombre surnuméraire de chromosomes 21. On va aller plus simplement. Oui. En disant que chaque être humain a 23 paires de chromosomes numérotés de 1 à 22 et les 2 chromosomes sexuels. D'accord. La trisomie 21 est l'anomalie génétique où on retrouve, au lieu de 2 paires de chromosomes à la position 21, on a 3 paires. Donc il y a une erreur, il y a une anomalie qui fait que les chromosomes ne se séparent pas pour rester 2 à 2, mais au niveau de la 21e paire, ils sont 3 au lieu de 2. Donc la trisomie 21 est l'anomalie biologique qu'on retrouve sur le karyotype. C'est vrai qu'aujourd'hui, par abus de langage, on colle le nom trisomie 21 aux enfants porteurs de l'anomalie de trisomie 21. On devait les appeler en termes scientifiques et patients porteurs d'un syndrome de Down. D'accord. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à la définition de la trisomie 21. D'accord. Et chaque année dans le monde, environ 3000 à 5000 enfants naissent avec cette anomalie chromosomique. Et quelles sont les statistiques ici au Bénin? Au Bénin, il y a peu d'études qui ont été faites, mais j'ai eu un retour par rapport aux enfants suivis au CNHU par notre maître, le professeur Alao. Environ 100 enfants sont admis à sa consultation par an au CNHU. Maintenant, dans le reste du Bénin, je n'ai aucune idée. Alors, parlez-nous des facteurs de risque de cette maladie. Il y a plusieurs facteurs de risque. Le plus incriminé, c'est l'âge maternel. Il faut dire que les études ont montré que à 90%, le chromosome surnuméraire vient de la mère. Et l'âge maternel, au fur et à mesure que cet âge augmente, le risque d'avoir un enfant trisomique augmente. Je tiens à préciser qu'à tout âge, j'ai vu des mères de 18 ans, à leur premier geste, qui ont eu des enfants trisomiques. À tout âge, il y a un risque de le faire. Mais le risque est beaucoup plus accru au fur et à mesure que l'âge augmente. Sur environ 30 mères qui ont 45 ans et qui portent une grossesse, une a la chance ou malchance de faire un enfant porteur de syndrome de Down. Contrairement à une maman qui a autour de 30 ans, sur 900 mamans qui ont 30 ans et qui portent une grossesse, il y a un risque d'avoir un enfant trisomique.
Donc, en dehors de l'âge maternel comme facteur de risque, l'âge paternel également, quand le papa est aussi un peu prend de l'âge, il y a des risques, mais c'est à 10% seulement. En dehors de ça, il y a d'autres facteurs de risque, l'exposition aux radiations ionisantes, le tabagisme, le fait d'avoir déjà eu un enfant porteur de trisomie 21 augmente le risque d'en faire d'autres, d'où on peut agir sur la prévention. Voilà un peu ce que je peux dire sur les facteurs de risque. Vous avez dit que chez l'homme, plus l'âge augmente, plus le risque de faire des enfants trisomiques est grand. Ici, sous nos cieux, vous savez, quand on a 75 ans, on peut toutefois faire des enfants. Oui, c'est pas interdit de faire, mais il faut savoir que le risque est là. Et on peut faire des démarches très tôt, le conseil génétique, le karyotype, la myosynthèse. Il y a des choses qu'on peut faire pour voir quels sont les risques que j'ai d'avoir un enfant. Donc, c'est pas interdit de faire les enfants tard. Il y en a qui ont leur premier enfant très tard. On ne va pas leur dire de ne pas avoir d'enfant. Mais il faut avoir l'information et prendre les mesures, les précautions qu'il faut d'avance. Parlez-nous des signes cliniques de cette maladie. Quand on dit signes cliniques, je vais commencer d'abord par parler des circonstances de découverte. D'accord. Comment on découvre la maladie? Déjà que la femme est enceinte autour de 11 semaines, 14 semaines, il y a, au niveau de l'échographie, on peut déjà voir quelques anomalies. Je ne vais pas les citer ici, notamment la clarté nucale. En tout cas, quand l'échographie au cours de la grossesse est faite où il le faut, comme il le faut, on peut rapidement voir qu'il y a un risque que cet enfant soit trisomique très tôt. Et aussi, on peut prélever le liquide amniotique, le cordon, au niveau du cordon, ce qu'on appelle l'amniochoriosynthèse, pour faire très tôt ce diagnostic. Maintenant, quand l'enfant naît et qu'il est déjà là, le bébé sort, l'examen minutieux permet de voir que il ne ressemble pas aux autres enfants par rapport aux signes que je vais citer maintenant. Premièrement, qu'on remarque chez ces enfants, leur visage ressemble un peu aux enfants asiatiques. L'espace entre les deux yeux est un peu élargi, on l'appelle l'hypertélorisme. Quand ils ouvrent les yeux, quand on les regarde, la fente on dit fente palpébrale, elle est oblique en haut et en dehors. Le nez est pointu. Le philtrum, c'est-à-dire l'espace entre le nez et les lèvres, est un peu plus long. La bouche est généralement légèrement ouverte. Parfois, la langue est grosse, fendillée. En dehors de cela, on a au niveau de la nuque qui est plate. Le cou est un peu court, donc un peu charnu et court. On n'arrive pas à l'identifier. C'est un peu comme si la tête était collée au thorax. Et en plus de tout ceci, l'enfant est particulièrement souple et très mou. Il est mou. Et au niveau de la main, il y a aussi quelques anomalies qu'on peut remarquer. Le pli palmaire qui est unique, c'est-à-dire quand l'enfant ouvre la main, il y a un seul trait qui coupe la main en deux, contrairement aux autres enfants. Les doigts sont courts, trapus, écartés. Tout ça permet à la naissance de faire rapidement le diagnostic et de démarrer la prise en charge. Maintenant, quand ils grandissent, quand tout ça là passe inaperçu ou évité, quand l'enfant grandit, généralement la maman vient pour retard psychomoteur, c'est-à-dire mon enfant, il a 9 mois, il ne s'assoit pas, il a 1 an, il ne marche pas, il ne parle pas. Je vois qu'il est différent des autres enfants. Et on peut également faire le karyotype et confirmer à la mère ce que l'enfant a. Donc c'est essentiellement ça. Quand ils sont nourrissons, il y a ce retard psychomoteur, il y a l'hypotonie, il y a également la description que je viens de faire qu'on appelle dysmorphie crânio-faciale, c'est-à-dire quand on regarde le visage, la tête, c'est un peu... Les cheveux sont souvent fins, les cils sont petits et courts.
Bref, c'est un peu ça les signes cliniques du syndrome de Down. Lorsque la grossesse est à 11 semaines, on peut faire ce diagnostic-là. Vous savez, même le plus tôt possible, on peut, mais il faut que la nuque commence par apparaître. À se développer. Il y a des signes qu'on recherche. Il faut que l'organe sur lequel le signe apparaît puisse apparaître. D'accord. Alors, concrètement, comment se fait le diagnostic? Concrètement, la confirmation du diagnostic, parce qu'on peut voir un enfant dire il est probablement porteur de syndrome de Down, on fait les choses, on ne trouve rien. Il ressemble à un Chinois, mais il n'a pas de trisomie. Mais quand vous dites il ressemble à un Chinois, il ressemble à un Asiatique, là-bas, comment eux, ils vont reconnaître un enfant atteint... Là-bas où? Ah, chez eux. Oui, chez eux. Comment ils vont reconnaître un enfant trisomique? C'est pour cela on va trisomique. venir au diagnostic de certitude sûre. D'accord. C'est qu'on prélève le sang de l'enfant et on fait l'examen qu'on appelle cariotype. C'est au niveau du cariotype qu'on a l'anomalie qui apparaît. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails génétiques. Et on voit que là, au niveau du chromosome 21, au lieu de 2, il y a 3. Et c'est là qu'on est sûr maintenant que cet enfant a cette pathologie qu'il faut le prendre en charge. Justement, parlons de la prise en charge. Comment elle se fait? La prise en charge, c'est un peu long, coûteux. D'abord, je voulais dire qu'il n'y a pas de traitement curatif. C'est-à-dire, il n'y a pas de médicaments à donner à un enfant porteur de syndrome de Down pour qu'on dise. Mais on peut soulager les peines de cet enfant. Voilà, il n'y a pas. Donc, la prise en charge est pluridisciplinaire, et médicale, familiale et socio-éducative. Par rapport à la prise en charge médicale, il faut dire que tout enfant porteur de syndrome de Down doit être suivi comme les autres enfants. Donc, généralement, on ne les voit pas trop, on les cache. Les parents, chacun gère comme il peut dans son coin. Donc, ils doivent être suivis régulièrement déjà comme des enfants qui vont très bien. Et en plus de cela, il faut une attention un peu plus poussée sur le plan de l'orthophonie pour que leur langage, parce qu'ils ont souvent des problèmes langagiers. Il faut aussi la psychomotricité, la prise en charge, la kiné, le dentiste. Il y a plusieurs autres spécialités qui doivent s'impliquer pour cette prise en charge. Souvent, c'est à cause de l'argent que les parents, n'arrivent pas à le faire. En dehors du suivi médical, le suivi familial, il faut dire qu'une famille dans laquelle naît un enfant porteur de syndrome de Down, c'est une famille qui devient rapidement désorganisée. Tout le monde est sous le coup, mais chacun doit se donner la main pour pouvoir gérer. Et la famille est d'un très grand aide pour ses enfants. Maintenant, socio-éducatif, il faut chercher qu'est-ce qu'il va faire après, qu'est-ce qu'il va devenir après. Et là, l'État doit s'impliquer, chacun doit prendre ses responsabilités. L'État doit s'impliquer. Un bon accès aux soins de santé et aux programmes d'intervention précoce sont indispensables à la croissance et au développement des personnes atteintes de la trisomie. On vous aurait compris, docteur. C'est justement pour cela, c'est conscient de cela que les Nations Unies ont déclaré le 21 mars, Journée mondiale de la trisomie 21. Au Bénin, comment est-ce que l'État accompagne? Est-ce que l'État a sponsorisé la prise en charge des personnes atteintes de la trisomie 21? Non, à ma connaissance, non. Est-ce que vous avez dit que la prise en charge, elle est coûteuse? Oui, longue. Elle est longue. Parce que c'est une maladie à vie. Oui. Et demande l'implication de tout le monde, des parents, de tout le monde. Leur intégration, même à l'école, est très difficile. À ma connaissance, il n'y a pas une organisation particulière pour leur prise en charge. C'est même un peu pour ça que je suis ici ce matin. Justement, vous faites partie d'une association. Vous êtes membre des médecins de l'Atlantique. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour que l'État puisse sponsoriser ces gens de maladies, de pathologies? Pour le moment, on ne fait rien. Peut-être qu'on va commencer par faire quelque chose. Si je suis là, c'est aussi pour ça. Parce qu'aucun enfant ne demande à naître porteur de handicap. Oui. Aucun parent ne demande à avoir un enfant porteur de syndrome de Down. Donc,
Il faut qu'on pense à ce qu'on doit pouvoir faire pour eux, pour les accompagner. Nous avons tous les mêmes droits. Nous avons tous les mêmes droits. Et quel appel avez-vous à lancer aux parents des enfants trisomiques? Puisque vous l'avez dit, moi-même je l'ai martelé dans mon introduction, ces enfants sont souvent cachés. D'abord, la trisomie 21, je voulais commencer par dire que ce n'est pas contagieux. Ce n'est pas une maladie à cacher. Donc, s'il y a un appel que je dois lancer aux parents, c'est que je veux leur dire qu'il est maintenant temps. Parce qu'il est maintenant temps qu'ils arrêtent de les cacher, qu'ils fassent sortir les enfants pour leur épanouissement. Et autant que cela est possible, qu'ils les fassent suivre. Parce que tous les signes que je viens de citer, un enfant n'est pas obligé de tout avoir. Donc, tout ne se regroupe pas sur la tête d'un seul enfant et pas toujours. J'ai vu des enfants porteurs de trisomie 21 qui n'ont pas de problème cardiaque. J'ai vu des enfants, en tout cas, les signes qu'on a cités avec leurs mains, on ne déplie pas le main, eux, ils n'ont pas ça. Donc, chacun vient avec un peu de potentiel qu'on peut utiliser et rendre utile. D'aucuns pensent que ces enfants ne peuvent pas exceller à l'école, qu'ils ne peuvent pas s'intégrer à la société. Oh non, alors même que George Webster, par exemple, est porteur de trisomie 21, pourtant il travaille à BBC comme étant journaliste. Non, tout ce que les gens disent autour, c'est pas vrai. Moi, j'ai rencontré cette année, et parmi les enfants suivis au CNHU par le professeur Alao, 3 ont eu le CEPE. 3 ont eu le CEPE. Ailleurs, on les intègre. Il y en a qui aiment faire la couture. Il y en a qui aiment faire la cuisine. Il y en a la musique. Non? Dieu n'est pas bête. Je pense que s'il laisse au moins, si la trisomie prend, je sais pas, 80 à 95% de son intellect, le peu qui lui reste, on peut utiliser ça à bon escient pour qu'il fasse quelque chose. C'est sûr qu'il peut faire quelque chose. Il faut juste faire attention pour pouvoir les intégrer. D'autres pays sont beaucoup plus organisés. Le Liban, il y a tout un groupe musical composé exclusivement d'enfants porteurs de trisomie 21. Donc, ce n'est pas qui sont, c'est fini, on les enferme, ils vont finir. Non, ils peuvent faire quelque chose. Le tout réside dans la prise en charge, un bon accès aux soins de santé. C'est cela? Oui, tout commence par là, parce que pour devenir quelqu'un, il faut d'abord vivre. Il faut d'abord vivre, donc il faut ce suivi médical, cet accompagnement social et cette implication des autorités. Vous avez lancé un appel à l'endroit des parents, un appel également à l'endroit de la population, de la société, puisque vous savez le regard qu'on a envers ces enfants. Oui, je voulais lancer un appel pour dire, comme je l'ai dit, on ne demande pas à naître avec des particularités. Arrêtons de les stigmatiser, apprenons à les accepter, facilitons leur intégration. Une maman m'a confié même que pour scolariser son enfant, toutes les écoles ont presque refusé de l'accepter. Elle s'est mise en larmes après avoir fait le tour de 4. Elle s'est dit, les gens... Ou alors, quand on les accepte, il n'y a pas l'accompagnement qu'il faut, mais il ne faut pas en vouloir au maître. Elle dit que le maître ne s'occupe pas de son enfant comme il le faut. Il est le seul porteur de trisomie 21 dans la classe. Il a 40 à 50 élèves qui le tirent de partout. On a l'impression que l'enfant trisomique retarde le programme. Merci. Puisque le maître a un résultat escompté à atteindre. Voilà, et les parents sont frustrés. Et je me dis qu'il faut peut-être penser à des centres spécialisés, mais déjà inclusifs, à l'intérieur des écoles. C'est vrai que je vois un peu trop loin, mais c'est possible et c'est ce qui devait être fait pour qu'il y ait une prise en charge un peu particulière. En France, pour 6 enfants, pour une classe, là-bas c'est bien organisé, pour une classe de 6 enfants porteurs de trisomie 21, il y a 9 encadreurs. Chacun dans sa spécialité, ils essaient de les contenir. C'est avec cet accompagnement-là qu'on peut aller loin. Mais aujourd'hui, en Afrique, au Bénin, les gens me poseront d'autres questions. Mais c'est important de savoir ce qui doit être fait. Vaut mieux ne pas souffrir de la trisomie 21 tout carrément.
Oui, il vaut mieux, mais on ne le choisit pas. Alors, comment peut-on prévenir cette maladie? Est-ce qu'il a des moyens de prévention? La prévention passe d'abord par le conseil génétique. C'est-à-dire les jeunes qui veulent déjà se marier. Tout commence par là. Parce que pour qu'il y ait cette anomalie, il faut que deux personnes de sexe opposé se mettent ensemble. Donc le conseil génétique, c'est vrai que sous nos cieux, c'est comme un peu du... Je vais dire quoi? De l'inconnu. Ça, on n'est pas habitué. C'est vrai qu'on sait que quand on veut se marier, il faut faire des bilans et tout, mais le conseil génétique, voir un généticien, pourquoi pas faire ses karyotypes, voir les probabilités. On dit, faut pas, chez nous, on dit, il ne faut pas trop chercher aussi. Mais c'est seulement en cherchant qu'on trouve. Donc, normalement, le conseil génétique doit être fait avant tout. Et aussi, dès qu'il y a la grossesse, il faut surveiller tout ceci, quoi qu'en soit l'âge de la mère. Mais bon. Si on veut garder, on garde. Parce que là, maintenant, dans la prise en charge, dès que la myosynthèse est faite, qu'il y a risque de trisomie 21, normalement, il y a une proposition d'interruption médicale de grossesse. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les débats parce que ça va faire conflit. Et religion et science, je ne vais pas parler de ça ici. Et bon, voilà comment on peut prévenir. Mais dès que ça, c'est la prévention primaire. Dès que la maladie est là, maintenant, il faut s'armer pour la prise en charge et pour l'accompagnement. Le bilan prénuptial ne prend pas en compte l'examen pour voir si les deux conjoints sont faits pour rester ensemble. Est-ce que cela va engendrer des problèmes de santé après sur le plan que nous développons là? Est-ce que les enfants ne sont pas à risque d'être des enfants souffrant de la trisomie 21? Au Bénin, oui. Aujourd'hui, actuellement, pour ce que je sache, ce bilan prénuptial n'inclut pas le karyotype, le conseil génétique, non. Cela ne l'inclut pas. On devrait penser à cela. Oui, pourquoi pas. Bon, aujourd'hui, à l'heure là, quand on en parle, on dit bon, toi tu connais trop papier, donc toi tu es trop. Mais bon, c'est seulement comme ça qu'on peut déjà arrêter que le nombre d'enfants chaque année puisse augmenter. C'est là que ça commence. D'accord. Alors, qu'aviez-vous à dire pour conclure? Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Oui, passé. Nous sommes déjà à la fin, donc nous allons conclure très rapidement. Pour conclure, je voulais dire que la trisomie 21 n'est pas un mythe. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Personne ne demande à avoir la trisomie 21. Donc, j'appelle à l'acceptation. Et vraiment, je voulais lancer un cri d'appel particulier aux parents. Je pense qu'il est temps que les parents se lèvent, qu'ils s'associent entre eux pour porter la voix de leur enfant et que chacun puisse vraiment prendre ses responsabilités. Je ne dis pas qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour eux, mais je pense qu'il faut faire un peu plus parce qu'ils méritent d'avoir un peu plus ces enfants. Cri de cœur aux autorités. Il y a des lois. Il y a des lois qui protègent l'enfant, les handicapés, qui sont peut-être un peu rangés dans les tiroirs, qui doivent sortir. Pas seulement les 21 mars. Et que, bon, il faut que nous fassions ce que nous devons faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous, Dr Aïchatou Chabi-Moreau. Je rappelle que vous êtes médecin pédiatre. Merci à vous. Je vous en prie. Et bonne fête à vous, puisque c'est la semaine du médecin du Bénin. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que vous êtes là. Si. Alors déjà, dites-nous très rapidement comment se passe la fête, puisque vous êtes médecin dans le département de l'Atlantique. Si. Les activités dans le département de l'Atlantique, comment ça se déroule? Normalement, à partir d'aujourd'hui, on a des consultations foraines. À partir de ce lundi? Oui. Mais bon, il y a d'autres activités également. J'appelle la population à nous accompagner. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, les médecins, on n'a pas le temps, on n'a pas l'habitude de sortir comme ça dans les rues. Tout le monde est plus ou moins très occupé.
Donc, je demande à la population de sortir, de s'impliquer. Aussi à tous les médecins, de laisser un peu les blues, de sortir, parce que bon, l'union fait la force. À mes auditeurs, amis internautes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. À très vite sur Radio Afrique Santé.